Bonjour Monsieur Domota, on est ravi de vous avoir pour ce lundi soir un peu spécial depuis Pointe-à-Pitre. Vous êtes le représentant, le leader du LKP, qui est donc un mouvement guadeloupéen qu'on a beaucoup suivi, notamment depuis 2009, l'apparition du LKP, et 2009 et le blocage de l'île. Nous, ce qui nous avait vraiment fasciné d'une certaine manière, quand on a découvert, quand le mouvement est né et quand on l'a découvert, c'était justement cette pratique du blocage. En France, dans les milieux de gauche, il y a en général une espèce d'habitude politique qui consiste à dire pour qu'une lutte gagne, il faut se mettre en grève, ensuite éventuellement que la grève devienne la grève générale, etc. etc. Enfin, c'est un schéma assez classique du gauchisme français. Et là, en fait, avec cette espèce de stratégie politique du blocage, c'est comme si non seulement vous court-circuitiez cette habitude-là, mais aussi comme si vous vous mettiez aussi un peu à jour des nouvelles formes du travail, des nouvelles formes de l'exploitation, et où donc d'un seul coup, ce qui paraît pertinent, c'est davantage de bloquer les flux de marchandises, de bloquer les flux de capitaux, de bloquer les flux de la production, plutôt que d'attendre éternellement que tout le monde se mette en grève. Pourtant, cette question du blocage, c'est certainement la stratégie politique majeure de ces dernières années. Mais évidemment, qui dit bloquer, dit aussi laisser passer. C'est-à-dire que on bloque, en réalité, on bloque jamais tout. Ça signifie que le mouvement doit choisir ce qui bloque et ce qui ne bloque pas. Et je voulais commencer cet entretien pour voir avec vous comment se décider, à l'époque en 2009, mais aussi là au mois de novembre pendant le mouvement, comment est-ce que vous décidiez ensemble, le LKP, de ce qui méritait d'être bloqué pour paralyser l'économie, pour rentrer dans une confrontation politique avec l'État et avec le gouvernement, et est-ce que vous décidiez au contraire de laisser passer comme flux de solidarité, etc., etc. Alors, première chose, il n'y a pas de stratégie de blocage. Au sein du LKP et dans le cadre du collectif en lutte aujourd'hui contre l'obligation vaccinale, il y a des organisations syndicales et il y a d'autres organisations qui sont des organisations citoyennes, des associations, des mouvements culturels, etc. Et donc, la stratégie qui a été mise en place en 2009, tout comme celle qui a été mise en place avec le collectif, c'est toujours la même chose. Faire des courriers, faire des manifestations, demander audience au préfet, demander audience aux élus, demander audience aux parlementaires, interpeller la société, faire des manifestations, faire des meetings, faire des distributions de tracts. Et ce que je dis là, c'est multiplié par X. D'accord? Ensuite, appeler à la grève. Et après, quand il n'y a plus rien, eh bien, la contestation va dans la rue. Donc, on n'a rien inventé. Il n'y a pas de stratégie de blocage. Il y a simplement sous les cocotiers, et ça c'est une pratique du patronat et de l'État, de ne jamais discuter, de ne jamais négocier, et nous sommes contraints à un moment ou à un autre de descendre dans les rues. Je prends l'exemple du conflit actuel. Les Guadeloupéens sont mobilisés depuis le 17 juillet 2021. Depuis le 17 juillet 2021, des milliers de personnes défilent tous les samedis dans les rues, au moins une fois par semaine, avec meeting quelques jours avant, des distributions de tracts, des milliers et des milliers de tracts sont distribués et ont déjà été distribués. Demande d'audience à l'État, courrier à Emmanuel Macron, courrier à Castex, courrier à Véran, courrier à Le Cornu, courrier aux élus, courrier aux parlementaires. Le préfet nous a même demandé en septembre de lui faire une proposition pour organiser des négociations, chose que nous avons faite. 10 jours plus tard, il nous a dit qu'il ne discute pas avec nous. Le ministre Le Cornu est venu ici pour nous mépriser et n'a jamais voulu entendre parler de négociations. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Les parlementaires ont fait semblant, les parlementaires et les élus, ils ont fait semblant de nous rencontrer
nous avons élaboré avec eux un document commun pour organiser les négociations. Le jour de la négociation, le président du conseil régional, le président du conseil général, accompagné du président de l'association des maires et de quelques députés et sénateurs, ils sont venus nous dire pendant 10 minutes qu'ils ne sont plus d'accord pour négocier sur la base d'un document qu'ils avaient eux-mêmes élaboré et signé avec nous. Dans ces situations-là, vous n'avez qu'une seule alternative. Descendre dans les rues. Descendre dans les rues. D'accord? Donc on nous pousse à descendre dans les rues pour mieux nous réprimer. Aujourd'hui, tout comme en 2009, la Guadeloupe est le département français où vous avez le plus de militants syndicalistes poursuivis et condamnés. À proportion par rapport à la population salariée. Si on fait un petit calcul par rapport au nombre de militants syndicaux qui sont arrêtés, qui sont pourchassés, ça équivaudrait en France à condamner 20 000 travailleurs syndiqués. Et là, on aurait Amnesty International, l'ONU, on aurait toutes sortes de choses. Ici, c'est comme si c'était classique. D'accord? C'est comme si c'était classique. Et que réclament les gens? Qu'on les écoute, qu'on nous écoute. Qu'on nous écoute. Vous avez plus de 80% de la population guadeloupéenne qui n'a pas un schéma vaccinal complet. Vous avez plus de 60% de la population guadeloupéenne qui n'a même pas pris une dose. Et ceux qui ont pris une dose n'ont pas pris peut-être 2, ceux qui ont pris 2 n'ont pas pris 3. D'accord? Au lieu de discuter avec les gens, on nous méprise, on nous condamne. Et le plus curieux, c'est que quand c'est nous qui portons plainte sur la question du chlordécone, sur les questions des massacres de 1067, comme par hasard, ou bien pour l'ouverture à 4 h du matin des supermarchés des béquets, comme par hasard, ces dossiers-là disparaissent. On ne sait pas où. On ne les retrouve pas, les pièces ont disparu et puis il n'y a plus rien. Donc on est dans un système, disons le mot, un système colonial qui est basé sur le racisme et l'apartheid. Voilà la réalité de la Guadeloupe. Si véritablement nous étions pris en compte pour ce que nous sommes, mais le gouvernement aurait mandaté une délégation interministérielle pour venir, pour dire, bon, écoutez, au 12 juillet, il y a à peine 16% de la population qui est vaccinée, il y a un souci, entamons le dialogue, discutons pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Aujourd'hui, nous sommes le département français où il y a le plus de suspendus. Des personnes qui sont sur un parking et qui ont commis quelle faute? Avoir refusé de se faire injecter un produit dans lequel ils n'ont pas confiance. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de dire, ouais, que on a fait un essai thérapeutique à grande échelle sur la population mondiale. Mais comment vous expliquez que cette défiance vis-à-vis de la politique sanitaire de la métropole soit aussi grande en métropole? C'est pas une défiance. C'est pas une défiance. Il y a certainement un peu de défiance, mais c'est beaucoup d'intelligence. Comment voulez-vous qu'on puisse accepter de se faire inoculer un produit qui n'est pas homologué? Vous avez vu la notice de Pfizer ou de Moderna? Non. Eh bien, personne ne l'a vu. Moi, quand je vais dans une pharmacie acheter un vaccin, on n'est pas anti-vax. Moi, j'ai la panoplie des vaccins qui existent. Mais je lis la notice, mon médecin lit la notice. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'en fin de compte, on a tâtonné, on a bricolé, on a dit une dose, après on a dit non, c'est 2 doses, après on a dit 3 doses, et après on a dit ouais, mais peut-être que, parce qu'au bout de 3 mois, donc ça veut dire qu'on ne savait pas. Je ne joue pas au loto. Je ne joue pas au loto. D'accord? Et aujourd'hui, alors pour répondre plus précisément à votre question, vous savez, en 1972, Jacques Chirac était ministre de l'Agriculture de Pompidou. Alors que dès 1969, la commission des toxiques avait déclaré le chlordécone produit très dangereux pour l'être humain et pour l'environnement. Jacques Chirac et ses amis Becquet ont fait des faux papiers pour permettre au chlordécone d'être diffusé en Guadeloupe, distribué en Guadeloupe et en Martinique. Et lorsqu'en 1990, des importations de patates douces, enfin, des exportations de patates douces sont arrivées en France, et on a remarqué qu'il y avait du chlordécone pour protéger la population française, et bien on a dit, ah non, il faut interdire le chlordécone. Mais on a quand même mis une dérogation pendant 3 ans, au-delà de ce que prévoit la loi, pour
qu'on puisse continuer à nous empoisonner. Aujourd'hui, 95% de la population guadeloupéenne est empoisonnée. Et on a entendu M. Macron dire en 2018, quand il était en Martinique, non, mais on ne sait pas s'il y a une corrélation entre le cancer de la prostate et l'hépatite. Alors que nous sommes avec les Martiniquais, le champion du monde du cancer de la prostate. 95% des Guadeloupéens sont contaminés. L'eau est contaminée. Et même quand on met des filtres à charbon actif, notamment dans le sud Bastère, nous buvons du chlordécone. On est allé très loin. Le gouvernement français a même élaboré une norme de chlordécone que nous pouvons avaler chaque jour. Alors qu'au niveau mondial, c'est 0 microgramme. Nous, dans l'eau, on peut boire 0,1. On boit plus que 0,1. Dans la viande, je ne sais plus. Dans le poulet, je ne sais plus. Donc, en fin de compte, pour arranger les affaires des béquets, pour arranger les affaires des importateurs, distributeurs, on nous empoisonne. Oui, mais vous faites un lien clair entre, on va dire, l'empoisonnement colonial français avec le chlordécone et la défiance massive des Guadeloupéens aujourd'hui avec la politique sanitaire française. On ne nous écoute pas. On ne nous écoute pas. D'accord? On prend des décisions à Paris et puis on nous dit voilà ce qu'on dit. Il faut nous écouter quand même. Écoutez, quand vous avez 80% d'une population qui dit sans complotisme, sans propagande, hein, non, on n'est pas d'accord, mais il faut les écouter. Vous savez, la première manifestation en Guadeloupe sur la question vaccinale, c'était le 17 juillet 2021. Depuis janvier 2021, même depuis décembre 2020, l'ARS, Guadeloupe Première, la télé publique, les médias en général, les élus, les parlementaires, les gens du show business, tout le monde a participé à la campagne pour la vaccination. Avec des clips, des shows, des pages, des signatures, des lettres ouvertes, même des clips à la télé où on voyait un député, sénateur, chef d'entreprise défiler pour prendre des vaccins. Et les gens ne sont pas allés se faire vacciner. Pourquoi? Parce qu'il y a un malaise. Parce qu'ils n'ont pas confiance dans la politique sanitaire. Ils n'ont pas confiance dans la parole de l'État en matière sanitaire. Et à ce moment-là, dans un pays normal, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit, écoutez, on va trouver d'autres moyens, on va discuter avec les gens pour voir comment on peut faire. Non! Nous sommes des alcooliques, nous sommes des intellectuels sous-développés, nous pratiquons la sorcellerie et pratiquons... On a entendu toutes les conneries possibles, y compris de la part de ceux qui ont dit non à l'obligation vaccinale, qu'on était des malades, qu'on emmenait les gens à la mort. Mais vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé ici en juillet-août 2021. Plus de 800 personnes sont décédées du Covid. Non pas parce qu'elles n'étaient pas vaccinées, hein, parce que les autorités politiques et sanitaires en Guadeloupe ont décidé de les laisser mourir. Ordre a été donné aux médecins de ne prescrire ni l'hydroxychloroquine, ni l'azithromycine, ni l'ivermectine aux personnes atteintes du Covid. Ordre a été donné aux pharmacies de ne pas délivrer ces molécules. Ordre a été donné aux entrepôts pharmaceutiques de ne pas commander ces médicaments. Nous avons mené notre enquête. Nous sommes allés dans des pharmacies. Nous avons rencontré des médecins. Nous avons écrit au dépôt pharmaceutique. La seule chose qu'on disait aux gens, allez vous faire vacciner, et comme les gens n'allaient pas se faire vacciner, rentrez chez vous, prenez le Doliprane. Et les gens sont morts parce qu'ils n'ont pas bénéficié de soins. Voilà. Et donc, nous avons porté plainte. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, aucune nouvelle de nos plaintes. Aucune nouvelle. Par contre, nous avons plus de 200 manifestants et militants qui ont déjà été arrêtés et convoqués devant les tribunaux. Là, par contre, ça va vite. Ça va vite. Mais nous avons déposé une première plainte le 7 avril 2020. J'ai été auditionné le 18 mai 2021. Plus d'un an plus tard. Nous avons déposé une deuxième plainte le 14 septembre 2021. Pas de nouvelles. Voilà la réalité. Et ça, ce ne sont pas des affirmations gratuites. Nous avons des documents à l'appui. Nous avons les témoignages des médecins français qui sont venus en renfort en Guadeloupe et qui disent que jamais ils n'ont vu une telle désorganisation. Jamais ils n'ont vu une telle maltraitance sanitaire, pour reprendre les propos d'un d'entre eux.
Voilà ce que les gens ont vu en Guadeloupe. Et donc c'est pour ça, aujourd'hui, les Guadeloupéens n'ont aucune confiance, ni en l'État, ni en les élus, ni en qui que ce soit qui représente les autorités sanitaires et politiques en Guadeloupe. Moi, je me souviens, j'étais tombé sur une interview de vous il y a, je pense peut-être en 2010, je crois que c'était dans France Antilles, j'étais tombé dessus un peu par hasard, et il y a quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, parce que ça me paraissait vraiment très important. En gros, à ce moment-là, vous parliez de la question de l'indépendance par rapport à la question de l'autonomie, etc. Et vous disiez, alors c'est juste ça de tête, c'était il y a longtemps, vous disiez quelque chose du genre, tant qu'en Guadeloupe, on fera que des bananes et des trucs pour les touristes, en gros, tant qu'on n'aura pas d'autonomie, pas au sens politique, au sens matériel, d'autonomie matérielle réelle pour être autonome à notre échelle, en gros, tant qu'on dépendra logistiquement en fait de la métropole, on ne pourra pas parler sérieusement d'indépendance. Et donc, vous faisiez un lien très très clair entre l'autonomie au sens littéral du terme, quoi, avoir les propres moyens de sa production, de son alimentation, etc., et l'indépendance politique. Et donc, moi, je me demandais, dans une situation comme celle-ci, donc de très grande défiance, probablement tout à fait justifiée vis-à-vis des politiques sanitaires du point de vue de la Guadeloupe, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire se réapproprier, alors peut-être pas une politique sanitaire, mais en tout cas une manière de se soigner qui soit propre et qui soit décoloniale ou qui soit... Mais notre discours n'a pas changé. Le discours sur la politique sanitaire, c'est le même discours sur la politique agricole ou sur la politique éducative. Chaque année, 1500 élèves sortent du système scolaire sans qualification, sans formation. Moi, je suis persuadé, c'est pas parce qu'ils sont idiots ou bêtes, hein. C'est parce que le système scolaire n'est pas adapté. Vous avez des enfants qui sont élevés dans un milieu où ils parlent leur langue maternelle, le créole guadeloupéen, la langue guadeloupéenne, et vous leur apprenez les mathématiques, la géographie, l'histoire, les sciences naturelles, dans une langue nouvelle, là, qui n'est pas leur langue. Il ne faut pas être étonné après que votre bibliothèque mentale ne correspond pas à votre bibliothèque visuelle. Donc vous êtes en train de déformer les gens. Et ceux qui réussissent, ce sont véritablement les meilleurs. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, concernant l'agriculture, nous produisions des bananes pour l'exportation, nous produisions du sucre pour l'exportation, du melon pour l'exportation. Un vrai pays produit pour nourrir ses habitants. La France fait du blé, du lait, des céréales, des pâtisseries et pommes de terre pour nourrir les Français. Et il y a une partie qui part à l'export. Nous, 99% part à l'export. Et après, on fait venir des bateaux avec du riz, des macaronis, et pâtisseries et patatas. Donc, nous n'avons pas une agriculture basée sur la souveraineté alimentaire, mais une agriculture de type colonial. Et c'est la même chose sur la question sanitaire. Il ne s'agit pas de tomber des nues. Les meilleures décisions concernant la situation en Guadeloupe doivent être prises en Guadeloupe par les Guadeloupéens qui doivent avoir les manettes sur le développement économique et social de leur pays. Alors, quand on dit ça, ah ouais, on est indépendantiste, on est subversif, on est contre la France et patiti et patata. Mon cher, si le général de Gaulle n'avait pas pensé comme ça, eh bien, tous les Français auraient été allemands. Hein? Ah ben ouais, il s'est battu pour l'indépendance de la France et pour la souveraineté de la France. Alors, moi, il y a une question que je me posais, c'est... parce que, bon, évidemment, on voit bien ce que vous racontez, le vis-à-vis qu'il y a entre la métropole et la Guadeloupe. Et en même temps, donc le LKP, vous êtes ouvertement indépendantiste. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un point de vue un peu bête métropolitain, qui est en fait de pas avoir d'autre réalité que le rapport, pour le coup, proprement colonial anti-France. Alors que si on se penche un tout petit peu sur la région, on voit bien qu'il y a un autre espace qui existe, qui est l'espace caribéen. Et en fait, parce que je pense que ça c'est vraiment un truc de métropolitain, c'est de voir la mer comme une espèce de limite et pas comme un passage vers d'autres endroits. Quoi. Nous, on voit la mer, on dit oh, merde, ça fait peur, on voit ça comme une frontière en fait. Alors que, et je sais qu'il y a des penseurs notamment comme Monchouachili, etc. Enfin, il y a pas mal de gens dans l'espace antillais qui justement essayaient un peu de développer cette idée d'un espace caribéen. Et j'aurais voulu savoir quel lien vous aviez avec... Alors, mais depuis toujours, on nous a fait comprendre à nous, Guadeloupéens ou Martiniquais, que la Caraïbe c'était des pauvres, il n'y avait absolument rien et que nous, on avait la chance d'être français. Donc depuis toujours, nous sommes tournés vers Paris. Il est plus facile
d'aller à l'aéroport aujourd'hui, d'aller à Paris, que d'arriver à Port-au-Prince, à Trinidad. Hein. Vous n'arrivez pas aujourd'hui. Hein. Donc en fin de compte, tout est fait pour que nous puissions aller à Paris. D'accord? Et quand vous prenez le temps de regarder, de visiter les pays d'Abraham, ben vous vous rendez compte que nous sommes derrière. Hein. Nous sommes derrière. Prenant l'actualité immédiate, le Covid. Nous sommes, la Guadeloupe et la Martinique, les deux pays parmi les pays qui ont le plus fort PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant. Ça veut dire qu'on est parmi les pays les plus riches de la Caraïbe. D'accord? Et dans le même temps, nous sommes les deux pays qui avons le plus grand nombre de morts par habitant de la Caraïbe. On est devant Haïti. On est devant Saint-Domingue. On est devant la Jamaïque. On est devant tous les pays soi-disant pauvres de la Caraïbe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est eux qui décident. Mesures sanitaires aux ports et aux aéroports. D'accord? Deuxièmement, politique vaccinale, avec tout type de vaccin. D'accord? Troisièmement, développement de la pharmacopée locale. Quatrièmement, mise à disposition des populations de kits dans toutes les pharmacies prescrits par des médecins ou non, d'ivermectine, d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, zinc et vitamine D. C'est comme ça que beaucoup de Guadeloupéens se sont procurés de l'ivermectine dans d'autres îles de la Caraïbe. D'accord? Parce qu'ils ont la main. La pharmacopée locale. Nous avons ici un docteur en pharmacie qui a fait de nombreuses recherches sur la pharmacopée locale. Il a réussi à faire entrer dans la pharmacopée française plusieurs plantes de la pharmacopée locale. Et il a découvert que nous avons une plante chez nous qui est utilisée dans d'autres pays d'Amérique centrale et de la Caraïbe, qui avait la faculté de stopper la multiplication virale du Covid-19. Il a fait l'annonce. 2 semaines plus tard, on ne l'a plus revu. Et lorsque le ministre des Outre-mer et la directrice de l'ARS, on les a questionnés sur ça, ils ont dit pourquoi pas. Mais dans un pays normal, vous avez un docteur en pharmacie qui, après 30 ans de recherche, vous dit voilà, j'ai découvert que cette plante que nous utilisons tous les jours pour telle et telle chose a la possibilité de stopper la multiplication virale. Dans un pays normal, qu'est-ce qu'on fait? On débloque quelques millions et on dit on va avancer. Comme l'a fait le président de Madagascar avec l'artémisia noire. D'accord? Mais il a développé une formule. Il a développé des médicaments à base de l'armoise annuelle sur lequel on a découvert que cette molécule aidait à guérir contre le Covid. D'accord? Et les pays de la Caraïbe qui ont fait ça, mais ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'ils ont la main sur leur gestion sanitaire, sur leur politique sanitaire. Et vous pouvez aller vérifier les chiffres, hein. C'est éloquent. Hein. La Guadeloupe et la Martinique, alors que nous sommes parmi les plus hauts PIB de la Caraïbe, c'est nous qui avons le plus grand nombre de morts par habitant. Alors bien évidemment, hein, c'est facile pour le gouvernement français de dire « Ah oui, il n'y a pas, le taux de vaccination est bas. » D'accord? Alors c'est le taux de vaccination qui fait le nombre de décès. Et allez donc regarder au Cameroun, allez donc regarder au Bénin ou bien au Mali combien de personnes sont vaccinées. D'accord? Et aujourd'hui, tout le monde est en train de dire, ah ouais, on est en train de se pencher sur les effets indésirables. Ah ouais, la vaccination ne porte pas tous ses fruits. En fin de compte, ça ne marche pas, hépatite patata. Encore une fois, je ne joue pas au loto. Je ne joue pas au loto. Et je crois qu'à un certain moment, Macron, Véran et tous ses supporters ici et tous ceux qui ont participé à ce complot, mais il faudrait qu'ils en répondent devant la justice. D'accord? Vous savez, j'ai beaucoup lu le Code de santé publique sur les consentements, sur le rôle du médecin de la sécurité sanitaire dans le cadre des essais cliniques. D'accord? J'ai beaucoup lu ça. Et aujourd'hui, voir la façon dont les choses ont été traitées, c'est du foutage de gueule. C'est une remise en cause des libertés fondamentales. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué ces derniers mois, c'est quand j'ai entendu Macron
lors des vœux du 1er janvier. Et lors de l'émission, il a fait avec 2 journalistes, un homme et une femme, là, il a parlé pendant 2 heures, et il a dit, les devoirs valent avant les droits. C'est très grave, ça. C'est très, très grave qu'un président de la République française puisse dire de tels mots. Et nous, ici, qui avons subi l'esclavage, la colonisation, la déportation, ça nous fait mal quand on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire que Macron est en train de remettre en cause la Déclaration universelle des droits de l'homme, même si l'abolition de l'esclavage date de 1848 et qu'en 1789 nous étions esclaves. D'accord? Il remet en cause le préambule de la Constitution de 1946. Quand vous lisez la Déclaration universelle des droits de l'homme, les 28 premiers articles parlent de droits et de liberté. Et les devoirs qui sont consécutifs aux droits et libertés commencent au 29e alinéa. D'accord? Donc, on est en train de nous forger une société dans laquelle, pour accéder à des espaces de liberté, il faut que vous vous soumettiez à des règles, à des devoirs. Dorénavant, la liberté, l'accès à la liberté est soumis à l'obéissance. Non, non, ce n'est pas ça les droits humains. Ce n'est pas ça les droits de l'homme. Ce n'est pas ça. Et je crois que sans le savoir, ou bien sans y penser directement, les Guadeloupéens sont très sensibles aux questions de liberté. Nous savons ce que c'est que la déchéance de nationalité. Lorsque Valls a parlé de ça quand il était Premier ministre, nous avons subi, nous, en 1802, la déchéance de nationalité. Lorsque la République française a rétabli l'esclavage en Guadeloupe, eh bien, nous avons été déchus de notre nationalité française pour retourner en esclavage. Donc on sait ce que c'est que les remises en cause des libertés. Et donc, sans faire de la philosophie ni de la pensée politique, les Guadeloupéens se disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et encore une fois, nous n'avons fait aucune campagne anti-vaccination. Nous avons pris position à partir du 17 juillet contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire, au nom de la défense des droits et des libertés. Donc, au fond de nous, il y a quelque chose, collectivement, qui nous dit, là, ce n'est pas un bon chemin. Et c'est pour ça que les Guadeloupéens se sont unanimement mis debout et dit, non, nous ne sommes pas d'accord. Et la réponse de l'État français, comme d'habitude, réponse violente, la répression et la répression. Et aujourd'hui, l'actualité mondiale nous donne raison. L'actualité mondiale nous donne raison. Alors, la semaine dernière, pour la première fois, j'ai entendu Véran qui parlait d'effets secondaires. Alors, j'ose caresser l'espoir que ce ne sera pas très très grave, sauf qu'il y a beaucoup de gens, et j'en connais, qui aujourd'hui sont seuls chez eux, chez elles, et ne savent pas quoi faire, parce qu'elles ont fait confiance. D'accord? Et donc, voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Ce que nous demandons, c'est qu'on nous respecte, qu'on nous écoute, et qu'on nous laisse choisir ce que nous voulons. Parce qu'il y a un tas de décisions qui sont prises ici, qui ne sont pas dans l'intérêt des Guadeloupéens. Et nous en payons chaque jour le plus fort. Les informations qu'on a des Antilles en métropole sont assez éparses, peu nombreuses et souvent assez caricaturales. Mais il y a quelque chose qui est passé comme un fait divers, mais qui nous a paru à la fois amusant et important politiquement. C'est l'histoire récente d'une arrestation pour association de malfaiteurs d'un policier, de jeunes présentés comme des jeunes de gang, des jeunes de quartier populaire, mais c'est présenté en tout cas par le procureur, je crois, comme jeunes de gang, et de syndicalistes. Et donc la mise en examen, c'est association de malfaiteurs, ce qui est quand même un truc qui est on va dire assez grave dans le code pénal français. Et donc c'est la raison pour laquelle c'était mis en avant dans les médias métropolitains, c'était pour la présence du policier parmi les personnes arrêtées. Et moi, j'ai regardé un petit peu les informations qu'il y avait, et ce que j'ai trouvé assez épatant, mais parce que c'est pas la première fois que je voyais ça, c'est que j'ai l'impression que le niveau de solidarité parmi les Guadeloupéens de manière générale est beaucoup plus évident et fluide qu'en métropole. La raison pour laquelle je m'explique, c'est que par exemple en France, si vous avez 3 jeunes de banlieue qui viennent à une manifestation, ça va être des casseurs, et vous allez avoir
bonne grosse partie de la gauche bien pensante qui va dire « Ah, regardez, les méchants casseurs, on ne peut rien avoir à faire avec eux, etc. » Enfin, l'engagement politique en métropole est très très segmenté, comme ça. Chacun défend son petit truc, etc. Et là, par exemple, je me rappelle que dès les premiers jours de blocage, je me suis sur un compte Telegram de gens qui s'échangeaient des informations, et dès les premières arrestations, l'UGTG enjoignait les parents des personnes arrêtées à les joindre pour organiser la solidarité, etc. etc. Et donc, dans le fond, j'ai l'impression que ce que cette charge d'association de malfaiteurs, paradoxalement, ce qu'elle vient nommer, c'est tout bêtement la solidarité, en fait. Non, c'est même pire. C'est même pire. Je crois que depuis toujours, dès qu'il y a une manifestation, vous savez, en 1910, en 1925, en 1930, en 1952, en 1967, toutes les manifestations d'ouvriers, de travailleurs dans les rues ont été réprimées à coups de fusil. À coups de fusil. Les manifestants arrêtés, emprisonnés ou au cimetière, et les policiers, les gendarmes et les préfets déposés. J'appelle ça des crimes coloniaux. D'accord? En 2009, on ne nous a pas tiré dessus, mais le pouvoir central a cherché par tous les moyens à discréditer le mouvement. Que nous étions financés par les narcotrafiquants, que nous étions une banque de racistes, que nous pratiquions les raquettes, que nous étions des voleurs, etc. etc. Donc, il ne faut pas du tout être étonné que ce soit la même stratégie. Donc, aujourd'hui, ce dossier-là, on n'est pas au courant. On a entendu, comme vous, la presse en France en a plus parlé qu'ici. D'accord? Et on a bien compris très tôt qu'il s'agissait encore une fois d'une façon de criminaliser, de diaboliser l'action qui était menée. Et l'action qui est menée, la jeunesse y a participé car elle sait que après-demain, demain et après-demain, la Guadeloupe, c'est elle qui doit la piloter. Vous savez, hein, le chômage des jeunes en Guadeloupe, c'est 60% des moins de 25 ans qui n'ont pas d'emploi. C'est pareil à La Réunion, c'est pareil à Mayotte, c'est pareil à Martinique, c'est pareil en Guyane. C'est quand même fort, hein. Vous savez, le nouveau CHU, il est en construction pour un montant de plus de 600 millions. En tant que secrétaire général de l'UGTG, durant les 3-4 dernières années, j'ai rencontré des entrepreneurs du BTP, j'ai rencontré des élus, des parlementaires, des gens de l'hôpital, etc., des gens de l'État, le préfet, pour voir comment on pouvait faire pour permettre aux entreprises guadeloupéennes de travailler et permettre aux jeunes guadeloupéens, à la jeunesse guadeloupéenne d'accéder à ce chantier titanesque. On s'est buté à quoi? On s'est buté à la corruption. L'État, les élus, les parlementaires. Mais tout le monde avait avec lui dans sa valise une multinationale qu'il défendait dans les réunions des commissions. Et en finale de compte, les offres d'emploi ont été déposées très tardivement. Alors, des Guadeloupéens travaillent, il y en a certains, oui, dans le cadre des clauses d'insertion sociale pour les chômeurs de très longue durée, les allocataires des minima sociaux, ceux qui sont inscrits depuis 3 ans. Mais les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, tous les postes à qualification, ce n'est pas pour nous. Alors que si, 3 ans avant, on avait recueilli les offres, on avait formé les Guadeloupéens, on avait aidé les entreprises à se structurer, ben on aurait eu 80% d'entreprises guadeloupéennes qui travaillent dans le cadre de clauses particulières, avec, même si c'est des multinationales compte tenu de la ceinture financière qui ont les marchés. On aurait pu permettre à des milliers et des milliers de Guadeloupéens de travailler. Mais ça, on ne l'a pas fait. On n'a pas fait parce qu'on ne pouvait pas le faire, on n'a pas fait parce qu'on n'a pas voulu le faire. Pour laisser la Guadeloupe et les Guadeloupéens dans cette espèce de marasme économique et social, donc c'est une espèce d'apartheid social, et après on dit, ouais, voilà, il y a des jeunes qui se sont entretués, il y a des jeunes qui se... Voilà la réalité. Et ça, cette réalité-là, c'est une réalité qui est avant tout politique. Ce sont des décisions politiques qui font que nous soyons dans cette situation. D'accord? Et bien évidemment, et après, on entend le procureur, on entend des ministres et ceci et cela qui viennent vous dire, qui viennent vous donner des leçons. Vous savez, j'ai eu une discussion avec M. Lecornu lorsqu'il est venu à la sous-préfecture. M. Lecornu nous a reçus à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre
encerclés par le GIGN et le RAID et ça, tout ça. Et on a dit à M. Lecornu qu'on était très choqués qu'il nous reçoive dans ces conditions, puisque en 1802, c'est là qu'on a massacré les Guadeloupéens qui refusaient le retour de l'esclavage par la République. D'accord? Je dis toujours par la République parce que on nous bassine tout le temps par les valeurs de la République. Moi, j'aurais bien aimé savoir de quelle République on parle. 1802, la République française a rétabli l'esclavage en Guadeloupe. En 1848, la République française a aboli l'esclavage et a indemnisé les propriétaires d'esclaves. D'accord? En mai 67, la République française, on a dit à M. Lecornu, là où vous êtes, c'est là où étaient stockés les morts. On a tué des Guadeloupéens, là. Et là, vous venez nous recevoir en tournée le GIGN et de Rennes. Non, si vous voulez négocier avec nous, on lui a remis notre plateforme de revendication, on lui a remis le projet de protocole de négociation que nous avait demandé le préfet, et on n'a plus entendu parler de lui. Enfin, il a continué à raconter ses conneries. Donc, en fin de compte, voilà la situation dans laquelle nous sommes. C'est soit vous obéissez, et si vous n'obéissez pas, eh bien, on vous tape. Oui, cette espèce de fantôme historique de la répression, j'ai l'impression qu'il est toujours vraiment palpable, parce que là, je relisais un peu des articles sur 2009, et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, plus la situation monte, plus le mouvement devient fort, plus en même temps, la crainte d'un retour, je sais pas si vous dire un retour, mais d'un mai 67 bis, en gros d'une répression extrêmement violente de l'État français, c'est quelque chose qui hante massivement les Guadeloupéens. Non, mais c'est parce que vous, journalistes, êtes là qu'on nous tire pas dessus. C'est parce qu'il y a des caméras qui sont là qu'on nous tire pas dessus. Donc, la stratégie, elle est autre. C'est la diabolisation de l'action syndicale, c'est la criminalisation de l'action syndicale, c'est les convocations devant les tribunaux pour un oui, pour un non. On en a plus de 200 personnes qui sont convoquées. La semaine prochaine, on en a. Moi-même, je suis convoqué le 7 avril. J'ai été gazé et je suis convoqué pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Alors que j'avais tout le monde. Heureusement qu'il y avait les caméras. J'avais les deux bois. Mais je suis convoqué et également pour rébellion. Mais c'est fort, hein? D'accord? Voilà où va passer l'argent du contribuable. Dans des faux procès en sorcellerie pour criminaliser l'action syndicale. Par contre, dans le même temps, les plaintes que nous déposons, prenez l'affaire de Claude Jean-Pierre, il est mort ADE, ben jusqu'à présent, pas de réponse. D'accord? Mais voilà les questions du Claude. Les Guadeloupéens demandent justice. On ne demande pas de faveur, hein? On demande justice. On demande justice. Et sur toutes ces questions-là, nos élus se cachent. Mais ils se cachent pourquoi? Parce que nombre d'entre eux ont des dossiers judiciaires. Alors tout le monde reste caché, personne ne dit rien. Vous savez, depuis le 12 février, il y a un gars qui est en grève de la faim devant le CHU. Aucun élu n'est venu me voir, ni n'a appelé pour savoir ce qui se passe. Aucun. C'est extraordinaire. Hein? Vous, le LKP, vous avez pas trop de... Enfin, le LKP, de manière un peu générale, vous n'avez pas trop de... en fait, c'est quoi votre rapport avec les élus? Vous tenez vraiment à distance ou vous... Écoutez, j'ai appelé le président du conseil régional, je l'ai appelé à 3 reprises ces derniers temps. Et il m'a dit à chaque fois, ouais, je te rappelle, je ne l'ai jamais encore vu. D'accord? Il y en a certains que j'ai au téléphone, mais ça ne les intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi. Un jour, ils diront pourquoi. Mais le peuple guadeloupéen, il est là, il observe. Et il voit ce qui se passe. Il voit qu'un homme est couché là, il met sa vie en jeu. Pour défendre quoi? Pour défendre la liberté de choisir. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour que le gars puisse être en grève de la faim pour demander quoi? Mais qu'on le respecte et qu'on le laisse travailler. D'accord? Et là, aucun élu. Anne Hidalgo est venue. Alors c'était marrant parce que avant la venue d'Anne Hidalgo, il y a eu Roussel du Parti communiste et il y a eu Mélenchon, la France Insoumise. Ils sont tous les deux venus sur le site rencontrer le personnel soignant suspendu.
Ils sont restés la journée à discuter avec le personnel. D'accord? Ce qu'aucun élu de Guadeloupe n'a encore fait. Alors je dis... C'est parce qu'ils veulent vos voix aussi. Non, mais bon, mais il y en a aussi qui veulent nous voir ici. Alors, j'ai dit à Roussel et à Mélenchon, les gars, mais la première chose qui nous fait plaisir, c'est que vous soyez venus, parce que même ceux de chez nous ne viennent pas. Et ils passent devant l'hôpital, mais ils ne viennent pas. Et la troisième qui est passée dans l'hôpital, c'est Hidalgo. Par contre, elle est montée voir la direction, et dans ses déclarations, elle n'en avait rien à foutre des gens qui étaient suspendus. Alors moi, on parle des élections, mais enfin, en discutant avec des amis, là, je me demandais un petit peu comment est-ce que, depuis la Guadeloupe, on voyait la campagne présidentielle très particulière dans laquelle on est là, où il y a quand même en gros, les idées d'extrême droite, une espèce de volume complètement fou, les théories du grand remplacement. Et donc, parce que d'un côté, c'est comme s'il y avait une espèce d'hallucination fascisante en métropole, et en même temps, quand on est en Guadeloupe, ce qu'on voit, c'est évidemment que pas qu'on serait tenté de croire à leur histoire de France, mais ici, on est... Le pays il est imprégné de l'histoire coloniale, et donc il y a une espèce de décalage complètement fou entre les délires fascisants, enfin les images délirantes des fascistes, et la réalité encore très coloniale de la France, en l'occurrence dans une de ces colonies. Mais il nous faut être prudent. Il faut être prudent, parce qu'effectivement en France, il y a une dérive fasciste. Aujourd'hui, quand on voit que les principaux partis qui sont devant en France, c'est Macron, Le Pen et Zemmour, et Pécresse aussi, il y a de quoi se poser des questions. Parce que quand on entend les discours et les pratiques, il y a de quoi se poser des questions. Je crois qu'aujourd'hui, la France est en train de basculer dans une espèce de régime dictatorial et raciste et xénophobe. Alors nous, ici, il nous faut être prudents. Parce que quand certains en France disent que c'est à cause des étrangers si nous avons telle et telle difficulté, il y en a qui reprennent ce discours-là ici, vis-à-vis notamment de la communauté haïtienne. Donc c'est pour ça que nous devons, nous aussi, être prudents par rapport à ces dérives-là. Nous sommes touchés aussi par ces propos et ces dérives-là. Donc nous, militants politiques et militants syndicaux, nous devons sans cesse, dans nos réunions, rappeler les questions de souveraineté, les questions de l'amitié entre les peuples et les questions également qui expliquent l'immigration. Et ça aussi, on ne le dit pas suffisamment aux gens. Alors, on n'a pas encore fait de grand débat sur l'Ukraine, mais la première chose qui saute aux yeux, à nos yeux, à nous, c'est que quand les Américains débarquent en Irak, quand les Français débarquent en Côte d'Ivoire, quand les Français débarquent au Mali, quand les Français débarquent en Libye, quand les Américains font le blocus contre Cuba, quand les Israéliens massacrent les Palestiniens et quand les Américains sont au Yémen, en Grenade ou bien au Soudan, ou bien au Venezuela, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Je n'ai jamais entendu de sanctions financières, je n'ai jamais entendu d'embargo, je n'ai jamais entendu d'interdiction de survol de l'espace aérien. Alors là, on regarde ça et puis on se dit, tiens, on a envie de comprendre et on a envie qu'on nous dise pourquoi. Pourquoi, par exemple, Cuba, il y a un embargo sur Cuba depuis 60 ans. Qu'est-ce que les Cubains ont fait pour mériter ça? Au mois d'août, il y avait 6 croiseurs, au moins 6 croiseurs américains au large du Venezuela. Un croiseur français, le Dixmude, qui était soi-disant venu nous voir pour apporter des masques qu'ils auraient pu envoyer par avion. D'accord? Il a mis 3 semaines pour traverser, il est resté au large de Saint-Domingue. Un croiseur néerlandais et un croiseur britannique. D'accord? Moi, je voulais bien aimer qu'on nous dise, qu'on nous explique, ouais, est-ce que ces gens-là sont... Enfin, tout le monde aurait dû être ukrainien, mais tout le monde peut-être n'a pas la chance d'être ukrainien. D'accord? Voilà ces choses-là. Nous, quand on regarde la télé aujourd'hui, voilà ce qu'on voit. Voilà ce qu'on voit. On voit par exemple les bombes qui tombent au Yémen, et que bon, ça n'intéresse personne.
Donc, voir ce qui se passe dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ça n'intéresse personne et il n'y a aucune sanction, il n'y a rien du tout. Mais il n'y a rien du tout. Hein. Au contraire, j'ai vu Betanyahou à Paris avec tous les chefs d'État en train de se promener. C'était aux Champs-Élysées, je ne sais plus. Oui. Avec Hollande, là, tout le monde, les bras dessous, bras dessous. Pas de problème. Nous, quand on regarde ça, on se pose des questions. Les Américains, tout près de nous, là, ils sont... c'est en 84, je crois. Ouais, ils sont allés en Grenade. Il y avait un régime pro-cubain en Grenade, les gars sont arrivés, ils ont nettoyé, ils sont entrés chez eux, ils ont mis un nouveau régime, et c'est fini. C'est la même chose qu'ils ont fait en Amérique du Sud avec Morales et les autres. Et là, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'embargo, il n'y a pas de condamnation internationale. C'est fou, hein? Moi, j'aurais bien aimé qu'un journaliste politique, parce que je regarde tous les jours CNews, iTélé, BFM et tous les autres là, hein, et tous les éditeurs, j'aurais bien aimé qu'on nous dise, mais pourquoi c'est pas le même traitement? Moi, je dis souvent aux gens, ni vous, ni moi ne sommes ni coupables, ni responsables de cette situation. Donc, on n'était pas là. Mais nous sommes héritiers de cette histoire. Et donc, nous devons appréhender cette histoire en toute honnêteté et avec les yeux grands ouverts, pour que nous puissions comprendre et avancer ensemble, puisque le vivre ensemble est important et ne pas faire les mêmes conneries que dans le passé. Mais quand j'entends les discours, je sens bien que bon, non. On est loin de vouloir changer les choses. Mais voilà des questions que les gens se posent. Alors j'ai une dernière question pour rebondir sur celle-ci. Ce qui est dans ce que vous dites, il y a une énorme part de revendication, donc en gros de rapport à l'État français, donc de réclamer des moyens, une reconnaissance, etc. Bien sûr, par là. Et en parallèle, vous avez une revendication, je veux dire, un peu supérieure, qui est la revendication d'indépendance, en fait. Et pour le coup, par définition, l'indépendance, c'est se défaire du lien, enfin du lien de l'assujettissement colonial. Et là, Madame Branly, il y a énormément de tags nous vaincrons, qui sont en référence au LKP, qui sont assez nous vaincrons, c'est venu depuis les manifestations contre l'obligation vaccinale. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est que c'était un peu vieux. Mais bon, en tout cas, c'est écrit aux 4 coins de la Guadeloupe, c'est écrit nous vaincrons. Ouais. J'en ai vu un super vers Basse-Terre, c'était abolition de la métropole, je trouve vraiment très très bien. Ouais. Mais donc ma question un peu ouverte, c'est pour vous, Elie Domota, vaincre, c'est-à-dire en gros parvenir à l'indépendance, qu'est-ce que ça signifierait pratiquement? En fait, c'est quoi ce que vous visez en dehors de on va dire du truc purement politique? C'est quoi l'idée de la vie que vous défendez, quoi? Le droit du peuple guadeloupéen à décider lui-même de ce qui est bon pour lui. Le droit de décider au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'accord? Aujourd'hui, nous n'avons pas ce droit-là. D'accord? Bien évidemment, compte tenu des liens historiques qui existent entre la Guadeloupe et la France sera toujours un partenaire de la Guadeloupe, tout comme nombre de pays. Mais aujourd'hui, notre bassin naturel, c'est la Caraïbe. Nous n'avons quasiment aucun lien réel avec les autres pays de la Caraïbe. Alors que quand vous visitez, si vous avez l'occasion de visiter les autres pays, ben vous allez voir des gars qui nous ressemblent. Et vous aurez l'impression, tu sais, mais ce gars-là a ce cœur. Mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'ont été peuplées ces îles-là. Et donc, ce que nous voulons, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que nous puissions décider ce que nous voulons en matière de développement économique, en matière d'agriculture, en matière d'éducation, que nous puissions décider, nous, en tant que personnes responsables et majeures. Ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui. Alors, bien évidemment, tous les 10-20 ans, on nous fait miroiter l'évolution statutaire. L'évolution statutaire. Mais on a bien compris que l'évolution statutaire n'était qu'un maquillage pour cacher le carcan colonial. Donc là, on nous parle d'autonomie. Le CONU, alors que là, les gens étaient en manifestation, le CONU, il a déterré l'autonomie, il est ouvert à l'autonomie. Mais on a bien compris que l'autonomie telle que présentée par le CONU, c'est une directive de l'Union européenne. Depuis 1997, l'Europe a imposé à l'ensemble des pays membres de l'Europe d'organiser leur pays en fédération de régions. Et ils ont appelé ça, si je me rappelle bien, politique régionale, truc de ce genre-là.
Aujourd'hui, l'Allemagne est divisée en Länders autonomes, l'Espagne est divisée en provinces, enfin tous les grands pays de l'Europe sont divisés en provinces qui sont autonomes, sauf la France. La France a fait un premier pas en 2015 avec la loi Notret. Elle a rassemblé les régions pour faire 15 grandes régions, 12 grandes régions, hein, d'accord? Et la prochaine étape, c'est de faire des régions autonomes. Et comme à chaque fois, on va utiliser la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane comme bouillon. Pour faire la loi Notret, on nous a fait la consultation populaire de 2003 pour avancer vers la création des régions. Et pour avancer vers les régions autonomes de France, eh ben, on va encore utiliser la Guadeloupe pour faire de la Guadeloupe une région autonome. Mais toujours dans le cadre du système colonial, toujours dans le cadre du caucon colonial. Et donc, nous, ce que nous disons, nous devons pouvoir décider nous-mêmes de ce qui est bon pour nous et pour nos enfants. Je prends deux exemples. Je prends la gestion de la crise sanitaire. Si le pouvoir était détenu par une autorité guadeloupéenne, c'est pas ce qu'on aurait fait. Du tout. Et il n'y aurait pas eu autant de morts. Ça a été géré depuis Paris par le préfet qui vient de France, l'ARS qui vient de France. Voilà le résultat. En matière de développement agricole, moi je crois qu'il faut repenser notre agriculture. Il faut faire en sorte que ce soit une agriculture qui soit tournée vers la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, notre souveraineté alimentaire, entre guillemets, c'est quoi? Notre autonomie alimentaire, c'est quoi? Importation, stockage et un peu de production dite locale. Mais il faudrait arriver à faire en sorte que ça soit production locale, stockage et le complément d'importation. Voilà des choses importantes qui peuvent garantir à mettre en place la souveraineté d'un pays. En matière d'éducation aussi. En matière d'éducation, moi j'ai eu la chance quand j'étais à l'école, au primaire et au collège, d'avoir des professeurs qui nous ont enseigné les matières, toutes les matières, mais dans notre langue maternelle. Et je crois que ça nous a beaucoup servi. Ça nous a beaucoup servi qu'on nous explique les mathématiques dans notre langue maternelle. D'accord? Et ça aussi, on peut pas, un enfant ne peut pas être éduqué à l'école, et comme je l'ai dit précédemment, avoir une bibliothèque mentale différente de la bibliothèque réelle qu'il voit dans ses yeux. Alors, bien, oui, on peut apprendre l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, la cueillette des champignons, les vendanges et les feuilles qui tombent. D'accord. Mais il n'est pas normal qu'un enfant connaisse la cueillette des champignons et les feuilles qui tombent à l'automne et qu'il ne soit pas capable de parler des saisons en Guadeloupe, qu'il ne soit pas capable d'identifier les animaux qui sont en Guadeloupe. Ça ne va pas. Il n'est pas normal quand même que quand vous regardez la télé, qu'on ne se voit pas à la télé. On ne se voit pas, on ne s'entend pas. La télé, toute la journée, le seul gars de chez nous qu'on voit, c'est le présentateur du JT. Et il ne parle pas pour nous, il parle au préfet. Il parle dans la langue du préfet et il parle pour que le préfet puisse comprendre. D'accord? Mais quand ma maman et les grandes personnes écoutent ça, et même les plus jeunes, bon, on voit que ce n'est pas pour nous. Il ne s'adresse pas à nous. Donc, conclusion, on ne se voit pas. Rien n'est fait pour nous valoriser. Alors, bien évidemment, quand on montre le gouvernement français, tout le monde est blanc, le directeur de la DEAL est blanc, le procureur est blanc, le vice-procureur est blanc, tous les juges sont blancs, le chef de la gendarmerie est blanc, le chef de la police est blanc, tous les chefs des services publics sont blancs, dans un pays majoritairement coloré. Ça gêne. Ça gêne. Et donc, nos enfants, quand ils voient ça, ils mettent la réussite adossée à une couleur. Par contre, quand ils regardent l'équipe de France, ils voient des gars jouer, ils voient des gars comme eux jouer au football. Quand ils voient l'équipe de basket, ils voient des gars comme eux jouer au basket. Conclusion, tu es fait pour jouer au football. Bien, tu es fait pour courir sur une piste d'athlétisme. Et donc, toutes ces petites images-là, ça fait mal. Mais on ne s'en rend même pas compte parce que ça se passe là. Ouais, vous rentrez au tribunal, le procureur est blanc,
les juges sont blancs, le prévenu est noir. On est où à Pretoria? Hein? Non, vous allez à la préfecture, c'est pareil. Vous allez au rectorat, c'est pareil. Vous allez à la sécu, c'est pareil. Le seul endroit où on laisse quasiment, enfin, de temps en temps, un directeur noir, c'est à Pôle emploi. Bon, ça, c'est pour gérer la misère, donc ça ne gêne pas. Il n'y a rien. Moi, j'ai des copains bretons, j'ai des copains au Pays Basque. Ils ont des difficultés avec la langue, mais ils ont des écoles en Basque, ils ont des écoles en breton. Donc, alors, oui, mais c'est une nouvelle mode depuis 10 ans, oui, comme ça. Mais il y a 40 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on nous bat la route. Hein. Il y a une association qui a dit qu'elle veut créer une école panafricaine, le préfet s'y est opposé. C'est-à-dire que nous, bien sûr, parce qu'en fin de compte, vous savez, ils savent et nous savons. Les Français sont venus ici en 1635, ils ont massacré les Kalinago, ils ont déporté les Africains et ils ont mis leur drapeau, ils ont dit ici c'est la France. D'accord? Donc c'est pour ça que quand j'entends les politiques français dire ouais mais la Guadeloupe c'est la France, ça me fait rigoler. Mais rigoler en pleurs, hein. Parce que quand un pays étranger débarque chez quelqu'un, les tue et met son drapeau, ça s'appelle une annexion. D'accord? Tiens, on va demander les Russes sont en Ukraine, les Français sont en Guadeloupe, ça va. On va demander à ce qu'on mette un petit logo, libérer la Guadeloupe, pour faire un couloir humanitaire. Non, mais c'est la même chose. Hein. Et donc, en fin de compte, les Français savent, enfin, les institutions françaises, l'État français savent comment la Guadeloupe est devenue française. D'accord? Et ils savent qu'au fond de tout Guadeloupéen, il y a des velléités de contestation. Parce que qu'on le veuille ou non, on n'est pas français. D'accord? Nous n'avons pas la même culture. Nous sommes à 8000 km de Paris, mais on doit voir les choses différemment. On n'est pas de culture française. D'ailleurs, lorsque Kassav était au plus haut niveau et qu'il y avait les victoires de la musique française là, mais Kassav n'était pas dans les groupes français, hein. C'était la variété internationale ou je ne sais pas quoi, alors que Kassav était le plus grand groupe français, mais il n'a jamais été titré comme groupe français. Parce que... Et selon vous, pourquoi est-ce que la France s'accroche à ce point-là, à ces deux petites îles? Enfin, il n'y a pas que ces deux-là, par exemple. Parce qu'on pourrait se dire, ah bon voilà, les années 60, les indépendances. Non, parce que sans la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion et les bases militaires en Afrique, la France est un pays pauvre. Kourou, c'est la plus importante plateforme de lancement de fusées au monde. Kourou, c'est en Guyane. Avec la biodiversité de la Guyane et des autres îles, la France, c'est extraordinaire. La France, c'est la deuxième puissance maritime au monde. Hein. La France est présente dans toutes les mers du monde, hein, au moment où on parle là. Le soleil ne se couche jamais en France. Hein. Là, il est bientôt midi. En France, il est 6 h du soir. En Nouvelle-Calédonie, déjà demain matin. Hein. D'accord? Et on ne compte pas les zones économiques exclusives. On ne compte pas la géostratégie. La France est à 3000 km du Mexique. Elle est en pleine mer des Caraïbes. Là. La France est présente dans le Pacifique. La France est présente partout. Hein. Les Français sont deuxième consommateur au monde de chocolat. Il n'y a pas un seul cacaoyer en France. Hein. Total Elf prend son pétrole au Gabon, d'où le soutien de la France au régime d'Ali Bongo, vive la démocratie, et au Nigeria. La Nouvelle-Calédonie est le 3e ou 4e producteur mondial de nickel. D'accord? Et on ne parle même pas de la littérature française. Aimé Césaire et tous les autres grands écrivains qui ont permis la vulgarisation de la langue française. Donc en fin de compte, nous sommes la richesse de la France. Et la France a fait quelque chose, quand je dis la France, les institutions françaises ont fait quelque chose d'extraordinaire. Elles nous ont toujours fait croire jusqu'à aujourd'hui que c'est grâce à la France que nous on existait et qu'on vivait. En fin de compte, c'est l'inverse. Quand vous enlevez la Guadeloupe, la Martinique et toutes les autres, et les bases militaires en Afrique, la France est un pays comme le Portugal. Hein. D'accord?
La France est un pays comme le Portugal. C'est la grosse mystification du colonialisme. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Rapport de dépendance inversé. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et je crois que quand on dit, en 2009, j'ai entendu des sondages dans le Parisien, dans le Figaro qui disaient, bon, s'ils veulent l'indépendance, on leur donne l'indépendance. Personne n'a idée de la valeur des zones économiques exclusives, de la biodiversité, des richesses marines et sous-marines, et du rayonnement en termes de géopolitique et de géostratégie. C'est pas pour rien que Poutine ne veut pas avoir une base de l'OTAN à 100 km de chez lui. D'accord? C'est pas pour rien que Biden ne veut pas une base militaire cubaine ou vénézuélienne ni au Mexique ni au Canada, et même au large de Miami. Et donc, je crois que la France tient à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Guyane, mais nous, on tient à ce qu'au nom des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, que nous puissions choisir ce que nous voulons. Et aujourd'hui, nous n'avons pas cette possibilité.